Bien, bonjour Jean-Michel. Je suis Bonjour. Jean-Philippe Reynaud. Je suis membre, comme toi d'ailleurs, du conseil d'administration de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et des disciplines associées. Et on se rencontre aujourd'hui dans le cadre des petites vignettes vidéo que la Société française a décidé d'enregistrer, notamment pour présenter les différents métiers. Toi, tu es Jean-Michel Coq, tu es psychologue. Tu es maître de conférence des universités en psychologie, tu vas nous expliquer tout ça. Et je suis ravi d'échanger avec toi. Donc, peut-être tu te présentes et ensuite, peut-être tu pourrais nous présenter assez succinctement ta vision du métier de psychologue. Je t'écoute. J'ai un certain nombre d'idées sur ce métier et la manière dont on peut l'exercer. Alors, c'est un métier psychologue qui est assez connu, entre guillemets, du grand public. Alors, Euh, connu et pas si connu que ça, en fait, je crois. Les deux, un peu. oui, Il y a peut-être des idées reçues aussi. il peut y avoir des idées reçues qui vont soit dans le sens de quelqu'un qui pourrait deviner les pensées de l'autre, où là, on se rapproche de choses un petit peu plus irrationnelles, jusqu'à peut-être aussi toute la dimension qui se veut plus scientifisante de la psychologie, où on imagine le psychologue avec une blouse blanche dans un laboratoire, faisant passer un certain nombre de tests ou d'épreuves pour mieux comprendre le fonctionnement humain dans quelque chose de très objectivant, hein. Il y a ces deux versants-là. Il y a Alors, aussi. toi, tu t'es présenté, Jean-Michel, excuse-moi, comme psychologue clinicien. Déjà, quelle est la particularité du psychologue clinicien? Alors, les psychologues cliniciens, on va dire, ont été au départ sans doute les plus connus, et alors là, particulièrement en pédopsychiatrie. De par l'idée au départ d'une évaluation, de l'évaluation, alors à la fois d'efficience, mais surtout de personnalité. Et les psychologues sont d'abord, c'est vraiment une de leurs spécificités, sont d'abord connus pour cette pratique-là. Et c'est cette pratique-là qui s'est exercée, entre autres en pédopsychiatrie, dans les années 60, hein. Aussi d'ailleurs en psychiatrie adulte. C'est ce qu'on demandait au départ aux psychologues, avec des modalités d'exercice qui peuvent être très variées, qui vont d'un exercice institutionnel, soit dans le domaine sanitaire, alors très longtemps, on va dire essentiellement en psychiatrie, hein, que ce soit en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ou en psychiatrie adulte, aussi dans tout le secteur, on va dire, médico-social. Donc, Il quand y a tu dis sanitaire, en gros, c'est l'hôpital, c'est l'hôpital, tout à notamment fait. l'hôpital avec des services de psychiatrie ou de pédopsychiatrie. Quand tu dis le médico-social, c'est le handicap, Oui. hein, avec les établissements, les CMPP, les IME, les ITEP, où on accueille des enfants avec soit des troubles du comportement, soit des retards intellectuels, des handicaps intellectuels, soit les deux. Exactement. Donc, le psychologue, il peut exercer dans toutes ces institutions-là, et puis dans d'autres aussi, hein. Complètement. La Avec, justice, la protection de l'enfance, etc. oui. Alors, la protection de l'enfance, ce qui est assez ancien aussi, la présence de psychologues en protection de l'enfance, complètement. Il peut exercer, alors à l'hôpital général aussi, hein, au départ, il y avait assez peu de psychologues, un peu plus dans les services enfants. Il y avait l'idée que les enfants, c'était compliqué pour les soignants somatiques et qu'un psychologue, ça pouvait faciliter les choses. Alors qu'aujourd'hui, il y a dans les grands services hospitaliers, systématiquement, quasiment au moins à mi-temps, voire plus, de psychologues par rapport, on va dire, aux incidences de maladies somatiques, bien au-delà de la pédiatrie, hein, aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, vraiment, le psychologue clinicien dans une équipe où les psychologues cliniciens, ils sont vraiment, ils ont leur place, ils sont reconnus, leurs spécificités sont bien repérées. Je ne sais pas si tu partages cette Ah, idée. complètement, Hein. complètement. Je crois aussi, dans j'allais dire mes fonctions d'enseignant-chercheur, pour échanger beaucoup avec les étudiants en psycho qui sont en pédopsychiatrie ou en psychiatrie adulte. Non, les choses ont beaucoup changé. Il y a Mhm. eu aussi justement une beaucoup plus grande ouverture, où on incite aussi nos étudiants à rencontrer tous les professionnels. Mhm. D'abord, un certain nombre de pédopsychiatres leur ouvrent leurs consultations.
Ils peuvent aussi participer à des groupes avec les infirmiers, connaître toute l'équipe, connaître les secrétaires aussi, qui ont un rôle assez essentiel, et de comprendre comment fonctionne à travers les différents professionnels d'une institution, quelles sont les formations de ces professionnels, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Oui, non, là, je crois qu'il y a eu une évolution favorable, hein. On parle de certaines difficultés qui sont venus à partir, on va dire grosso modo, des années 2000, mais il y a eu aussi, et il y a des choses tout à fait positives. Alors justement, Jean-Michel, tu nous parles là de tes fonctions universitaires. Donc, une question importante, c'est comment devient-on psychologue clinicien? C'est quoi le Alors, cursus? C'est quoi le parcours en 2025? en 2025, on est pris dans ce qu'on appelle le système LMD, hein, licence, master, doctorat. Les psychologues ont une formation qui est régie par euh, un texte qui date de 1985 sur le titre de psychologue et qui définit les heures de stage que doivent effectuer les psychologues, hein, 500 heures minimum. Les psychologues cliniciens ont vocation à la fois avoir une démarche, on va dire, évaluative et à la fois une démarche thérapeutique. On essaie de former nos étudiants dans ce sens-là. Ils sont très, très demandeurs d'une formation très pratique et je pense qu'ils ont raison. On a auparavant 3 ans de licence qui est plus générale, qui est aussi pour moi très importante, d'être formé aux différentes sous-disciplines de la psycho, qu'il s'agisse de la neuropsychologie, de la psychologie cognitive, de la psychologie sociale et de la psychologie développementale. Et on pourrait même regretter que cet enseignement généraliste s'arrête au niveau de la licence, de par tous les ponts qu'on peut faire aujourd'hui entre ces différentes sous-disciplines. Ensuite, il y aura cette orientation pour les psychologues cliniciens du côté de la psychologie clinique et du côté de la psychopathologie. Mais parfois, on va dire certains apports du côté de la neuropsychologie, du côté aussi de ce qu'est la psychologie cognitive, nous seraient tout à fait utiles. Alors certains vont se former hein, par la suite à certains compléments, mais il me semble indispensable, hein. C'est des fois ce qu'on appelle l'approche intégrative, hein, ou on pourrait dire aussi une approche complémentariste selon les options. Donc, je suis un jeune qui a envie de devenir psychologue. Je peux être formé en 5 ans, c'est ça? Exactement. Et à ma sortie de l'université au bout de 5 ans, j'ai également le titre de psychothérapeute. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord, tout à Hein? fait. Mais Tout il à faut fait. bien sûr que je me forme aux Complètement. psychothérapies et que je continue à me former tout au long de mon exercice, comme tout le monde. Hein? Tout à fait, tout à fait. Et D'accord. juste un mot, Jean-Philippe, sur Oui, la suite, parce que ça, c'est un tout petit peu nouveau aussi, mais bien qu'encore timide. Mais aujourd'hui, l'hôpital public reconnaît pour les psychologues le doctorat. d'accord. Ça leur donne juste un changement d'échelon, mais c'est un début aussi dans ce qui est important. Et moi, dans ma carrière, ça a été important aussi d'avoir un doctorat et de pouvoir plus facilement m'inclure, on va dire, dans des protocoles de recherche. Donc, doctorat en psychologie, ça veut dire qu'au-delà du master, on va faire une formation complémentaire, une thèse, c'est bien ça, C'est ça, en de 3 ans. recherche, donc en principe, et que ça va donner donc une forme de complément de formation et d'enrichissement de formation. On peut dire ça comme ça? Oui, on peut dire ça Hein. comme ça. Pour moi, ça a toujours eu un avantage énorme, c'est-à-dire ça permet de pouvoir continuer de s'alimenter sur le plan de la réflexion par rapport à sa propre pratique clinique. Et ça ouvre la porte à l'enseignement aussi. Et ça ouvre la porte à l'enseignement Hein. et On à la peut, on peut recherche. avoir envie aussi d'être psychologue, enseignant ou chercheur, etc. Euh, tu vois quelle évolution dans les années qui viennent? Alors, je te fais un peu, voilà, ça y est, c'est le côté un peu cartomancienne, là. Euh, Qu'est-ce que tu verrais comme évolution du métier de psychologue dans les années qui viennent? Et Alors, notamment des psychologues qui exercent en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. je verrai plusieurs points.
D'une part, la prise de responsabilité. Mhm. On s'est trouvé en pédopsychiatrie à avoir assez rapidement plus de responsabilités cliniques qu'en psychiatrie adulte. Tout simplement, on va dire aussi par une baisse de la démographie médicale, et particulièrement en pédopsychiatrie, ce qui fait que très rapidement, je le situerai aux alentours des années 90, même peut-être un petit peu avant, les psychologues, pour ceux qui l'ont souhaité, mais on a été quand même très nombreux à aller dans ce sens-là, sont devenus coordonnateurs ou directeurs de cures consultants pour les enfants et les adolescents. Mhm. Certains aussi, même si ça reste, on va dire, encore trop marginal, euh, ont pu prendre, on leur a proposé de prendre des responsabilités de coordonnateurs d'antennes, et ça, L'équipe, c'est très important. d'accord. Hein, ça, je crois que c'est une évolution vraiment positive, où il y a eu un changement chez les psychologues pour assumer ces responsabilités-là qui nous ont peut-être sortis de ce qu'a été à une époque vu comme une certaine forme de neutralité, mais avait aussi cet inconvénient-là, qu'on ne s'engage pas parfois suffisamment au point de vue institutionnel. Une chose par contre, qui devrait être renforcée, c'est la formation clinique des psychologues. Et je dirais non seulement les psychologues cliniciens, mais de tout psychologue. Les 500 heures de stage sont assez insuffisantes. Et alors, justement, comment ça se passe? Parce que tu dis il y a une diminution de la démographie médicale, ok, mais moi j'ai tendance à dire aussi, je vois le côté positif, que peut-être les pédopsychiatres se sont ouverts davantage que d'autres à la coopération, à la répartition des responsabilités, etc. Comment ça se passe comment? On va terminer peut-être là-dessus, Oui, de oui. travailler avec des médecins toute la journée, avec Alors, des médecins pédopsychiatres. Est-ce que c'est la alors, guerre ou est-ce que c'est l'entente cordiale? alors, c'est ni la guerre ni l'entente cordiale. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un langage commun à trouver. Alors là-dessus, mes collègues qui viennent de psychologie de développement ou de neuropsychologie peuvent parfois trouver un langage commun plus simple avec les pédopsychiatres qui ont quand même une formation justement médicale avec toute cette rationalité de l'analyse qui parfois peut être plus proche que ceux issus d'une formation plus proche de la psychanalyse. C'est là où il y a des langages. Alors qu'avant, justement, les psychologues cliniciens partageaient avec beaucoup de pédopsychiatres formés eux-mêmes du côté de la psychanalyse à un langage commun, un autre langage commun. Donc on a ça à retrouver avec tous les apports qu'il peut y avoir aussi, j'allais dire, à travers non seulement les théories, mais les pratiques. Hein, parce que pour le psychologue, il y a la pratique des projectifs, mais il y a la psychothérapie individuelle, qu'elle soit d'orientation psychanalytique, qu'elle soit plus dans une perspective attachmentiste, qu'elle soit du côté des TCC ou des thérapies familiales, ou des approches psychocorporelles, tout ce qui reste des groupes à médiation, hein, qui sont toujours là dans les CMP, dans les hôpitaux de jour, dans les CATTP, et qui sont importants, et qui permettent aussi de travailler. Alors, moi, si j'avais un regret, c'est de ne plus travailler avec des pédopsychiatres qui faisaient des groupes thérapeutiques, ce qui paraît aujourd'hui impensable, mais qui faisaient des groupes thérapeutiques, qui faisaient des repas thérapeutiques. On le fait, c'est vrai, aujourd'hui beaucoup plus avec les infirmiers, avec les psychomotriciens, avec les orthophonistes. C'est-à-dire ça s'est étendu, ces médiations, c'est-à-dire par exemple la pratique des jeux vidéo qui peuvent être une médiation intéressante chez les adolescents. Qui sont venus plus récemment, et puis psychologues aussi, alors qui ont là quelque chose que malheureusement n'ont plus dans leur formation les pédopsychiatres, c'est la clinique des groupes et les institutions, c'est-à-dire tout ce qui est ce travail institutionnel que j'abordais au début de notre rencontre, et qui reste important, qui sont aussi la possibilité pour les psychologues de faire des supervisions au-delà d'un aspect individuel, mais justement dans un aspect de dynamique d'équipe.
Donc peut-être pour conclure, on pourrait dire que la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et des disciplines associées rassemble justement des médecins, des psychologues et d'autres professions qui sont impliquées dans la pédopsychiatrie, qu'il ne faut pas hésiter à la rejoindre et que certains de ses présidents ont même été des psychologues éminents, hein, et que donc il y a un vrai partage et une vraie élaboration de ce que tu appelles de tes voeux, c'est-à-dire voilà, trouver un langage commun, des articulations, des complémentarités. À Mais il compléter. faudrait, je crois, d'autres vidéos pour aller plus loin.